Bienvenue sur ce plateau TV de l'AFC. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, le sujet aujourd'hui va concerner la stérilisation en situation alternative, pour ne pas dire dégradée. Alors on va se présenter, c'est ce matin un peu presque Lille contre Bordeaux. Alors François-René Pruvot, président de la CME du CHU de Lille. Christine Denis, pharmacien responsable de la stérilisation du CHU de Lille et présidente de la WFHSS, qui est l'association internationale de stérilisation. Vincent Marc, donc pharmacien responsable de la stérilisation sur le CHU de Bordeaux et membre du conseil d'administration de la Société française des sciences de la stérilisation. Denis Collet, je suis chirurgien à Bordeaux et responsable de l'AFC également. Président de l'AFC. Bien, donc on l'a vu ce matin, il n'y a pas de chirurgien sans anesthésiste. On l'a vu ô combien dans l'ambulatoire. Pas de chirurgien sans infirmière. Il n'y a pas de chirurgien sans manager. Et désormais, il n'y a pas de chirurgien sans pharmacien. Parce que, alors les chirurgiens prescrivent peu de médicaments, mais ils utilisent des quantités astronomiques d'instruments. Selon les disciplines, en chirurgie viscérale, on s'est bien rattrapé par rapport à nos collègues orthopédistes parce que ces dernières années, on a augmenté notre parc d'instruments. Certes, il y a des instruments à usage unique et de plus en plus, mais nous utilisons aussi beaucoup d'instruments qu'il faut laver et restériliser. Et la question d'actualité, parce que la chirurgie s'adapte à l'actualité, aux événements du monde, c'est aujourd'hui, que se passe-t-il dans un hôpital d'une grande métropole, soumis à une attaque terroriste ou face à des agressions climatiques qui rendent difficiles les liaisons entre ces blocs opératoires, la stérilisation, le fonctionnement même de la stérilisation, ou qui demandent une activité décuplée en très peu de temps. Comment les pharmaciens et nos sites de stérilisation peuvent-ils s'adapter à cette demande supplémentaire accrue, brutale, de stérilisation de leurs instruments? Alors, Christine Denis, qui est la présidente de l'association et de la fédération de la Société internationale de stérilisation, et puis son collègue bordelais, vont donc échanger des points de vue un peu différents, et nous espérons que vous allez répondre, poser des questions, un petit peu nous stimuler. Christine, c'est à vous. Merci de nous laisser la parole dans ce congrès de chirurgie. C'est important, on vous l'a rappelé, la stérilisation. Il n'y a pas de chirurgie sans stérilisation, donc on est un petit peu en backstage, mais ce qu'on fait est quand même très, très important. Donc on va vous présenter, je vais vous présenter la situation lilloise. Donc juste pour planter le décor, à Lille on a une stérilisation qui est sur le campus mais qui est un bâtiment complètement indépendant qui a ouvert en 2013, donc un grand bâtiment, 2600 m² de surface de production qui est entièrement automatisé où travaillent 80 collaborateurs. Pour vous planter le décor une fois de plus, donc je suis désolée, il est en anglais. Donc la partie haute, c'est les blocs opératoires, donc vous utilisez, on fait une pré-désinfection. Chez nous à Lille, il y a une étape de pré-recomposition, c'est-à-dire que les plateaux sont recomposés. Et puis ensuite, ça part en camion dans la stérilisation, donc où on lave, on recompose, on emballe, on stérilise et ça reprend le camion pour repartir dans les blocs opératoires. À Lille, on a un système de traçabilité à l'instrument qui se fait aux 2 étapes, donc au bloc avant le départ. Donc comme ça, on est sûr de ce qui a quitté le bloc et ensuite en stérilisation. Alors Christine, ce cycle, il dure combien de temps en moyenne? Alors je vais en parler après. Ce cycle, nous à Lille, avec toute la logistique, c'est 24 heures. Sachant que pour les urgences, on peut tomber à 6 heures. Mais je vais vous le montrer après. L'essentiel, finalement, c'est pas de la boucle, c'est pas la stérilisation qui prend le plus de temps, c'est plus la logistique. Voilà, donc au niveau des situations d'urgence qui pourraient se présenter au travers d'un plan blanc, nos principes de réflexion ont été les suivants. On s'est mis dans le damage control sous la houlette de Patrick Goldstein, notre urgentiste inventeur du SAMU.
Donc l'idée, c'est de prévoir, de s'entraîner et de s'appuyer sur des organisations existantes qui sont maîtrisées. L'idée, c'est on ne fait bien que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ce n'est pas la peine de faire des plans en se disant « oui, en cas d'urgence, on va faire ci, on va faire ça ». Non, on ne fait bien que ce qu'on a l'habitude de faire. Ça a été notre principe de réflexion. Chaque changement de pratique entraîne de la confusion, des pertes de temps et donc génère des erreurs. Et l'idée, c'est, voilà, il ne faut surtout pas ajouter de catastrophe aux catastrophes. Ce n'est pas la peine de dégrader le procédé de stérilisation pour aller soigner un patient en catastrophe, mais lui donner un prion qui va engendrer d'autres problèmes. Voilà, donc au CHU de Lille, notre plan finalement en cas d'urgence, c'est de se dire on travaille que dans 3 blocs. On en a 15 au CHU de Lille, hein, si je ne me trompe pas. Donc on réserve 2 blocs pour les adultes, 1 bloc pour les enfants, ou 3 pour les enfants si la catastrophe touche essentiellement des enfants. Et puis on ferme tous les autres blocs immédiatement. Évidemment, on finit les interventions en cours, on arrête le programmé, et on regroupe les ressources, toutes les ressources humaines et matérielles sur ces 3 blocs qui ont été désignés pour faire l'urgence. Évidemment, on continue à prendre en charge les urgences qui ne sont pas liées à la catastrophe. Il n'est pas question de laisser mourir les césariennes, les ruptures d'anévrisme ou les péritonites. Donc on continue, on laisse le bloc obstétrique ouvert et le bloc CCV pour prendre en charge les urgences qui ne sont pas liées à la catastrophe. Donc la spécialité, dans notre système, la spécialité chirurgicale n'est plus géographique, elle n'est plus localisée dans un bloc, c'est les ressources humaines qui font la spécificité en fait. Cette idée de regrouper, c'est pour faciliter la logistique, parce qu'en cas de catastrophe, on va avoir besoin de beaucoup de logistique, d'amener beaucoup de moyens sur les blocs qui vont travailler. Donc on s'est dit que c'était plus facile de concentrer sur 3 blocs et d'amener vraiment tout ce qu'il faut avec la logistique sur ces 3 sites. Donc finalement, vous maintenez le niveau du débit en réduisant en quelque sorte le diamètre voilà. d'arrivée. On réduit la voilure. On réduit la voilure, mais on augmente la vitesse. Voilà, et on concentre les moyens. Donc tous les plateaux opératoires sont ramenés sur ces 3 blocs. Et puis s'il faut, évidemment, si on est dépassé, on peut réouvrir des blocs petit à petit. Alors la question qui s'est posée... Des blocs complets, avec plusieurs salles, bien évidemment. Dans les 3 blocs, il y a par exemple le bloc orthotraumato qui a 10 salles. Pardon, j'ai sauté une diapo. Alors la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut raccourcir le process de stérilisation? Parce qu'on s'est tous dit, voilà, il va y avoir plein de patients à opérer, il n'y aura pas assez de plateaux, il va peut-être falloir qu'on raccourcisse le process de stérilisation. Donc comme on le disait tout à l'heure avec François René, au CHU de Lille, notre process, nous, c'est 24 heures en incluant toute la logistique, dont 12 heures ou un peu moins pour le process de stérilisation. Et on est même capable de faire 6 heures quand on nous demande des plateaux en urgence. Donc pour gagner du temps, 2 idées simplement, on augmente les RH en stérilisation et surtout on augmente la fréquence des rotations logistiques. En fait, c'est sur la logistique qu'on va essayer de gagner. Les questions qui se sont posées, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être ne pas faire l'après-désinfection? Ça nous ferait peut-être gagner du temps. Oui, mais là on a du transport, donc ne pas faire de l'après-désinfection, c'est transporter des DM contaminés, c'est un petit peu dangereux, donc on a pris la décision de continuer à faire l'après-désinfection. La deuxième question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut raccourcir le cycle de stérilisation? Puisqu'en France, on stérilise avec un cycle assez long parce qu'on est assez effrayé par les prions. Donc on a un cycle de 134 degrés, 18 minutes de stérilisation. On est les seuls au monde à faire ça. Donc ça, c'est ce que va vous exposer plutôt le CHU de Bordeaux. C'est l'option qu'ils ont retenue. Et puis on s'est posé la question aussi, on passe beaucoup de temps à faire la traçabilité à l'instrument, je vous l'ai dit, avant d'envoyer en stérilisation et en stérilisation. Et on s'est dit, cette étape-là, on peut peut-être la faire sauter pour gagner du temps. Et puis finalement, non. À la réflexion, non, parce que si on ne fait pas la traçabilité, on va avoir des boîtes mélangées, on va devoir faire appel aux ibodes pour les recomposer en stérilisation. Et finalement, on va perdre du temps, on va avoir besoin d'ibodes, alors que les ibodes, elles seront bien plus utiles dans les blocs opératoires pour aider aux interventions. Donc on maintient finalement notre système en l'état. Donc en conclusion, une activité concentrée, un processus de stérilisation tout à fait identique, y compris pour la traçabilité, mais une logistique renforcée pour augmenter les fréquences et vraiment gagner du temps sur cette logistique, et puis un renforcement des ressources humaines en stérilisation, évidemment, si besoin.
Et puis je voudrais finir par l'expérience qu'on a partagée, le retour d'expérience qu'on a eu de nos collègues parisiens finalement après les attentats, du Bataclan en particulier. Et vraiment la stérilisation n'a pas posé de problème. Ils ont rappelé quelques ressources humaines supplémentaires, ils ont ouvert la stérilisation un peu plus tard que prévu, mais il n'y a eu aucune rupture de disponibilité de plateau opératoire, donc ça c'est plutôt positif. Voilà. Je pense qu'une des particularités du CHU de Lille, c'est son unicité géographique, qui facilite quand même la réorganisation et la concentration sur un petit nombre de blocs opératoires. Tout à fait. Ce qui n'est pas notre situation à Bordeaux. Tout à fait. Très bien. Sur le CHU de Bordeaux, nous avons restructuré la stérilisation en 2006 et notre direction a pris le parti de faire 2 services de stérilisation. Donc nous avons un service de stérilisation sur le groupe hospitalier Pellegrin et un service de stérilisation sur le groupe hospitalier Sud. Dans le cadre des plans blancs, seront mobilisés le plateau technique du groupe hospitalier Pellegrin, plateau technique avec 16 salles d'intervention, et sera mobilisé également le plateau technique du groupe hospitalier Sud, le bloc Magellan, avec 10 salles d'intervention. Nos services de stérilisation sont intra-sites. Ils sont à l'intérieur des sites hospitaliers, ce qui facilite un petit peu, effectivement, la logistique. Avant de vous dire... Et alors, comme le disait le président Denis Collet, vous avez choisi un seul hôpital ou 2 hôpitaux? Non, deux. Il y a 2 plateaux techniques qui peuvent être mobilisés, un sur le groupe hospitalier Pellegrin et l'autre sur le groupe hospitalier Sud. Nous avons effectivement une approche qui est un petit peu différente dans la mesure où nous avons décidé de suivre l'avis de la Société française des sciences de la stérilisation qui concerne les plans blancs et particulièrement le fait d'essayer d'optimiser les délais de retraitement des dispositifs médicaux, mais bien entendu dans un cadre strict et spécifique d'un plan blanc, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de dérives, et en essayant de garder bien entendu un niveau de sécurité et une balance bénéfice-risque favorable pour le patient. La Société française de stérilisation émet des recommandations générales. Bon, l'alerte du pharmacien, le rappel des agents pour que les 2 services puissent fonctionner en H24. La logistique, où bien entendu il faudra que notre logistique qui est à l'intérieur de l'établissement soit effectivement extrêmement mobilisée, ainsi qu'un listing de boîtes sensibles. Et nous avons également suivi les recommandations qui sont plus spécifiques, qui sont la possibilité de faire de la pré-désinfection et du lavage en une seule étape. Attention, ce sont des choses qu'il faut maîtriser, de manière à ce que les dispositifs médicaux souillés n'aient pas le temps de sécher avant d'arriver en service de stérilisation. Et puis, nous essayons également de jouer sur un cycle de stérilisation plus court, particulièrement sur un cycle à 134 degrés pendant 3 minutes et demie, qui permettrait effectivement de gagner du temps dans le processus de stérilisation. Est-ce que je peux juste interrompre une question? Parce que on gagne 13 minutes de stérilisation. Est-ce que ces 13 minutes sont vraiment significatives dans toute la chaîne de fourniture du matériel? Oui, alors on gagne un petit peu plus que ça, mais j'y arrive à la diapositive suivante. On s'est quand même aidé de notre ARS. Les ARS ont envoyé au niveau national un questionnaire qui concerne l'adaptation justement des services de stérilisation dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles. Et ce sont les ARS qui posent une question sur l'existence d'une réflexion sur un processus de stérilisation adapté aux situations sanitaires exceptionnelles. Et donc, effectivement, c'est ce que nous avons essayé de mettre en place. Alors, avec notre cycle de stérilisation plus court, nous gagnons effectivement 30 minutes sur le cycle de stérilisation au niveau de la stérilisation du groupe hospitalier Pellegrin et nous gagnons 41 minutes sur le cycle de stérilisation au niveau de la stérilisation du groupe hospitalier Sud. Il est bien entendu que cette procédure, nous la mettrons en place à la demande de la cellule de crise
et à la demande des chirurgiens qui voudront faire effectivement mettre en place des procédures de damage control. Donc nous avons prévu effectivement une traçabilité de toutes nos boîtes qui passeraient sur des cycles raccourcis, traçabilité avec un étiquetage plan blanc, de manière à ce que l'on soit capable dans un deuxième temps, si les boîtes n'ont pas servi, de les ramener en service de stérilisation pour leur faire subir à nouveau le cycle complet. Donc l'idée finalement c'est de s'adapter au bloc opératoire qui mettra en place des procédures de damage control, et il est possible dans ce cas-là que nous ayons un turnover de boîtes qui soit beaucoup plus important. Donc c'est cette idée-là que nous avons essayé de mettre en place, et que pour le moment, heureusement, nous faisons des simulations. Voilà un petit peu l'idée CHU de Bordeaux. Quel est le pourcentage de l'augmentation du risque septique, puisqu'on réduit la durée de stérilisation? Forcément, ça s'accompagne d'une augmentation de risque, et qui vient contrebalancer un risque vital. Oui, alors, nous avons en France des procédures de stérilisation où l'on travaille avec des paramètres de surdestruction thermique en faisant des cycles de stérilisation à 134 degrés 18 minutes. Le cycle de stérilisation plus court nous permettra effectivement d'être complètement efficace sur tout ce que l'on appelle agents transmissibles conventionnels, mais effectivement, on ne respectera pas la réglementation française sur les agents transmissibles non conventionnels. Christine Denis en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les prions. Après, on peut également penser que seront concernés par le plan blanc des chirurgies qui ne sont pas non plus forcément en contact avec des tissus à haut risque infectieux en cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais d'un autre côté, effectivement, on passerait à côté d'une procédure où on aurait un patient qui, pour le coup, serait suspect de maladie de Creutzfeldt-Jakob, et particulièrement dans ce cas-là, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chirurgie digestive, pour un patient suspect de maladie de Creutzfeldt-Jakob, la chirurgie digestive est effectivement concernée. Donc, le risque, il est là, il est effectivement sur les agents transmissibles non conventionnels. Donc, c'est un risque qui est quand même pas très fréquent non plus. Vous avez raison, les chirurgies les plus concernées dans ces situations, c'est la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire, puis l'orthopédie, et seulement dans un second temps, la chirurgie viscérale au sens large du terme. Donc finalement, vous êtes assez d'accord, si on divise le process en trois parties, l'après-désinfection et le lavage, le process de stérilisation, puis l'acheminement. Vous êtes d'accord sur l'acheminement, il faut aller le plus vite possible. Vous avez la chance d'avoir une ST qui est dans l'hôpital. Nous, il faut un petit peu de transport. Vous êtes différents sur le process, mais là, je pense que scientifiquement, vous avez pris votre sécurité. Votre process, quoique dégradé, correspond à peu près aux normes internationales, mais pas forcément françaises. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une phase sur laquelle vous avez été un peu discrets tous les deux, c'est pré-désinfection, lavage, qui peut varier et qui impacte beaucoup le fonctionnement des blocs opératoires. Oui. Après la fin d'une intervention. Les blocs opératoires participent à cette phase. Et s'ils sont occupés par un afflux de blessés, est-ce qu'ils vont pouvoir correctement participer ? Alors, comme je l'ai dit pour Lille, on a considéré qu'il ne fallait pas changer le process. Donc, effectivement, c'est du temps qui va être consommé au bloc opératoire. Mais bon, après, transporter des instruments qui ne sont pas pré-désinfectés, les salissures sèches, etc. Donc, nous, c'est du temps peut-être supplémentaire en stérilisation parce que c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Donc voilà, ce temps qu'on va perdre, entre guillemets, au bloc opératoire à faire de la traçabilité, de la pré-désinfection, on va le regagner très largement après en stérilisation. Donc nous, ça a été notre principe de réflexion. Je peux tout à fait comprendre qu'on fasse l'inverse, mais nous, notre principe de réflexion, je le répète, ça a vraiment été de dire on ne change rien. On ne change rien, on garde les mêmes habitudes et comme ça, tout le monde sait ce qu'il faut faire et dans sa zone de confort. Et il y aura déjà bien assez avec les urgences à traiter pour s'occuper d'esprit. Voilà. Très bien. Vincent Dubuisson à Bordeaux. Ouais, beaucoup de Bordelais. Non, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on a l'impression que ça peut être là on risque de ne pas mettre les moyens pour nettoyer les instruments après parce que il faut bien insister dans les plans et dans la rédaction des plans qu'il faut prévoir des gens pour ça parce qu'effectivement, moi, personnellement, j'avais jamais jusqu'à présent pas cerné ce problème-là. Sur le CHU de Bordeaux, nos blocs opératoires sont équipés de laveurs désinfecteurs et donc nous avons installé une pré-désinfection qui est mécanisée. Et donc du coup, la solution qu'on a proposée, c'est les deux étapes, pré-désinfection et lavage en une fois,
avec la possibilité de le faire soit sur le plateau technique du bloc opératoire, quand on a fait une simulation plan blanc la semaine dernière au groupe hospitalier Sud sur le bloc Magellan, on a décidé, dans le cadre de cette simulation, de faire la pré-désinfection et le lavage en une seule étape au niveau du bloc opératoire. C'est ce qui a été décidé. Sur le groupe hospitalier Pellegrin, nous avons un ascenseur en lien direct avec le plateau technique qui sera mobilisé lors d'un plan blanc. Et là, nous ferons effectivement la pré-désinfection et le lavage en une seule étape au niveau de la stérilisation centrale. Mais effectivement, ces étapes de pré-désinfection et de lavage sont capitales parce que pour le coup, effectivement, il faut que l'instrumentation elle soit bien nettoyée. Donc c'est effectivement des étapes capitales. Est-ce qu'à Lille, avec vos contraintes d'acheminement de matériel par camion ou par voiture, vous avez intégré le fait de la difficulté d'accès des blocs opératoires en voiture lié à un afflux de BC ou un afflux de tout ce qui se passe autour? Alors effectivement, le CHU de Lille est sur un campus unique, la stérilisation est sur le campus, mais de l'autre côté de l'avenue en fait. Et effectivement, il y a tout un plan de circulation qui a été mis en place pour pouvoir garantir cet accès entre la stérilisation et les blocs opératoires. Ouais. Mais c'est une excellente remarque parce qu'effectivement, on a une avenue par laquelle tout le monde arrive sur le CHU et s'il y a un afflux important, ça pourrait être bloquant. Jean-Pierre Le Tocard, chirurgien référent à Médecins Sans Frontières. En ce qui nous concerne, nos installations sont plus rudimentaires sur le plan de la stérilisation. Ceci dit, on respecte les normes qui sont les normes actuelles. Ce que vous avez défini, je ne les rappellerai pas. Donc le seul moyen de jouer, et on a quand même une certaine expérience d'afflux de blessés, puisque au moment de la guerre à Aden, dans notre mission au Yémen, on a reçu jusqu'à 200 blessés par jour, donc ce qui était relativement important. Donc notre seul moyen, en fait, c'est de jouer sur le nombre de boîtes, et des boîtes qui sont relativement limitées et plus rudimentaires, et sur un turnover, bien entendu, qui est beaucoup plus important. Mais le processus de stérilisation, il est parfaitement respecté. Avec, je peux vous montrer l'installation, c'est pas tout à fait le même genre. Alors effectivement, à Lille, on a la chance entre guillemets, je ne sais pas si c'est partagé par les chirurgiens, d'avoir cette stérilisation qui est un petit peu externalisée. Et du coup, quand on a monté cette stérilisation, il y a eu un achat de plateaux opératoires complémentaires pour compenser le turnover qui était plus lent avec la logistique en fait. Et du coup, effectivement, on est sans doute bien doté en plateau opératoire, peut-être plus que quand la sté est à proximité du bloc. Ouais. C'est possible. S'il y a quelque chose que je peux rajouter, puisqu'on a parlé des attentats du 13 novembre et on avait assisté au retour d'expérience, notamment des militaires de Percy et de Bégin, justement, le nombre de boîtes, c'est quelque chose de très important à cibler. Parce que ce qui avait été l'élément important pour Bégin, notamment, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment de boîtes de fixateurs externes. Et donc, à cette occasion, ils ont augmenté leur nombre de boîtes. Alors nous, effectivement, à Lille, on a eu la réflexion sur les fixateurs externes et on a résolu le problème en particulier pour la pédiatrie en achetant des choses à usage unique. Donc on a un stock de fixateurs externes à usage unique, en particulier pour la pédiatrie. De toute façon, et là je reprends ma casquette de président de la CME du CHU de Lille, c'est vrai aussi, lorsque notre activité augmente, il est plus rentable de payer des boîtes d'instruments que de devoir embaucher du personnel supplémentaire. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas photo dans la tête des managers. Vous avez montré des différences, des gains de 30 et 40 minutes. En termes de rotation de boîte, ça fait quoi? Ou plateau, vous parlez en plateau. Ça fait quoi? Un gain de 5 plateaux par jour, 10 plateaux par jour? Alors, on ne l'a pas tout à fait calculé de cette manière-là. On s'est plutôt dit que notre circuit le plus rapide actuellement, quand un bloc opératoire a une urgence, on est capable, avec une logistique qui suit, de redonner une boîte 5 à 6 heures après. En appliquant ces procédures, cette durée de traitement donc plus courte, en jouant sur la pré-désinfection, le lavage et le cycle de stérilisation, on serait capable effectivement là d'avoir un délai qui serait inférieur à 3 heures. Donc, on a calculé comme ça. On s'est dit surtout qu'il fallait qu'on soit capable de répondre à un besoin du bloc opératoire sur des boîtes. Est-ce que pour ce qui est de la composition des boîtes, vous avez anticipé le fait qu'on fait de la chirurgie qui est simplifiée dans le cas d'un afflux massif? On n'a pas besoin d'avoir des boîtes aussi complètes. Est-ce qu'il y a une composition de boîtes de situation d'urgence qui permettent d'augmenter
avec le même nombre d'instruments global, d'augmenter le nombre de plateaux. Oui. Alors c'est justement notre prochain travail, parce que là pour le moment nous avons fait le listing des boîtes sensibles, mais effectivement, comme les interventions iront très rapidement, on se demande effectivement la possibilité de faire justement des boîtes spécifiques dans ce cadre-là. Donc on en est là au niveau de notre réflexion, effectivement. On a sans doute fait le tour de la question. Alors finalement, Bordeaux, Lille, une réponse différente face à ce problème, mais avec des critères de qualité qui sont présents. Je dirais, ça rappelle la phrase du philosophe Alain. Ben oui, dans une idée, le plus dangereux, c'est de n'en avoir qu'une seule. Et donc on en a finalement deux et qui sont complémentaires. Très belle conclusion. Alors vraiment bravo. Merci à tous. Merci.